Samedi 16 avril 2022, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal version française. Merci de nous rejoindre sur Viva pour vous informer. Tout de suite, concernant les actualités de ce samedi, environ 3000 passagers ont atterri à l'aéroport international d'Ivat au cours du mois de mars. 29% de ces passagers sont des touristes selon les précisions du ministère du Tourisme, d'après ce reportage de Fajacena Mireille. 3658 passagers ont débarqué à l'aéroport international d'Ivat durant le mois de mars, d'après les informations émanant du ministère du Tourisme. Des statistiques qui ont connu une hausse considérable par rapport au mois précédent, car en janvier, l'on a compté que 2789 entrants et en février, 2053. 29% de ces passagers enregistrés au mois de mars dernier sont des touristes, soit 697 personnes. 65%, soit 2369 passagers, sont des non-résidents, si les 35%, soit 1289 personnes, résident tous à Madagascar. 25% des entrants sont en visite familiale, 21% pour les affaires, si 12% affirment voyager pour le travail. 62% des entrants sont tous des Français, toujours d'après les informations partagées par le ministère du Tourisme. Et toujours concernant le secteur touristique, les opérateurs proposent diverses offres pour les touristes locaux et étrangers en cette période pascale. Ceux de la région Anous, particulièrement ceux de Taulanar, se sont particulièrement préparés dans ce sens. Toujours un reportage de Fajacena Mireille sur les images de Nzara Ranchiansou. Les opérateurs de Taulanar espèrent relancer le secteur touristique avec la réouverture des frontières de Madagascar. Dans ce sens, mais également, à l'occasion des festivités pascales, ces derniers proposent des offres spécifiques afin de promouvoir le tourisme malagasy. Des offres qui mettent en avant la beauté de l'île, à l'instar des événements en bord de mer, des compétitions de surf, de beach soccer, mais également des concours de beauté et de mise de plage. La région Anous essaie également d'attirer les touristes étrangers, mais aussi les locaux avec sa culture. La plupart des touristes qui viennent à Fort-Dauphin sont des Réunionnais, du fait de l'existence du vol direct en provenance de cette île sœur. Cependant, les opérateurs visent toujours plus loin afin de récupérer le manque lors du confinement. Les festivités pascales tombent donc à pic pour ces derniers. Et certains enfants malagasy ont accès au téléphone mobile à compter de leur 10e année, d'après les parents interviewés par nos journalistes. Mais ces derniers n'arrivent forcément pas à surveiller l'usage des réseaux sociaux par leurs enfants. Les enfants, de leur côté, ne maîtrisent pas les dits réseaux sociaux, d'où la propagation de la violence en ligne. Afin d'y remédier, le ministère de la Population a sensibilisé des jeunes issus des collèges des 4 districts de la région Analamang. Reportage sur les images de Yves Chanel. La violence en ligne se propage de plus en plus ces derniers temps. Elle peut se manifester sous diverses formes, si l'on ne cite que les échanges de photos sexuelles et les menaces sexuelles qui ont récemment fait polémique sur les médias ces jours-ci, notamment le cas de la jeune fille qui a accepté d'avoir des rapports avec un photographe en échange de belles photos. D'un côté, les enfants ont accès très tôt aux réseaux sociaux, un accès sans surveillance parentale qui promeut facilement la violence en ligne. Il est nécessaire de trouver un équilibre et d'encadrer les enfants sur l'utilisation des réseaux sociaux face au développement technologique. C'est également le message véhiculé par le ministère de la Population lors de la campagne de sensibilisation sur la lutte contre la violence en ligne qui s'est achevée cette semaine. Cette sensibilisation a été faite à l'endroit des enfants et adolescents au niveau des collèges des 4 districts d'Analamang. Une tâche qui n'incombe pas seulement aux parents ou aux enseignants, mais également au ministère et surtout à tout un chacun, a souligné le directeur régional du ministère de la Population dans la région Analamang. Environ 5000 enfants ont été éduqués sur les limites de l'utilisation des réseaux sociaux. La continuité du projet dépendra du soutien des partenaires techniques et financiers, d'après les explications. Mais l'on a constaté une baisse en termes d'insécurité au niveau de la région Anjouy durant le second semestre de l'année 2021, d'après le député de Madagascar élu dans cette circonscription. Mais la région ne cesse d'enregistrer des cas d'insécurité scandaleux d'après ces derniers. Radouan Manzatouf et Secharan Gianas nous en dit plus dans ce reportage.
Environ 80% des ébus volés ont été remis à leurs propriétaires dans la région Anjouï durant le second semestre de 2021, d'après le député de Madagascar, élu dans cette circonscription, selon le rapport qu'il a reçu. Cela résulte de l'étroite collaboration entre les forces de l'ordre et les responsables régionaux, toujours d'après ce dernier. Mais l'insécurité sévit sous diverses formes dans le Grand Sud, incluant également l'arnaque, poursuit le député. Récemment, l'on a découvert une toute nouvelle forme d'arnaque dans cette région. Des individus se sont fait passer pour le directeur de cabinet de la région. Mais le plus scandaleux, c'est que l'auteur de cette usurpation de fonction a été relâché par la justice, tandis que les personnes qui l'ont dénoncé ont été poursuivies. Le studio Arena Ivanj accueillera ce lundi prochain la finale de Miss Madagascar pour cette année 2022. 19 jeunes filles concourent pour le titre. C'est également à l'issue de cette compétition que l'on saura qui représentera Madagascar aux fameux Miss Monde. La beauté, mais également les connaissances et le comportement, tout compte dans cette compétition. Ça, Sylvain, et c'est Angela. Qui sera sacrée Miss Madagascar pour cette année 2022? Aspina Tanzia, originaire de Diana, a été la première Miss de Madagascar suite à la mise en place du comité national de Miss Madagascar. Invitée par les organisateurs, elle guidera les jeunes Miss de cette année, mais une seule sera sacrée Miss Madagascar. La valeur humaine, la beauté interne comme la beauté externe, le comportement exemplaire, tout cela sont requis pour concourir pour être Miss Madagascar d'après cette Miss 2012. 19 jeunes femmes issues de chaque région concourent pour cette édition. Une double célébration pour cette année, car non seulement on accueillera la nouvelle Miss, mais on fêtera également les 10 ans de Miss Madagascar. Celle qui remportera le titre de Miss Madagascar à l'Arena Ivanj ce lundi de Pâques représentera Madagascar lors du concours Miss Monde 2023. À rappeler que Nelly Anzaratine a obtenu une assez belle note au Miss Monde cette année en réussissant à intégrer le top 40. Mais concernant les actualités internationales à présent, la Russie qui accuse l'Ukraine d'attaque sur son territoire a annoncé qu'elle comptait en représailles intensifier ses frappes sur Kiev samedi. Dès les premières heures, des explosions ont été entendues dans la capitale ainsi qu'à Lviv, dans l'ouest, selon France 24. Ce sont 900 corps qui ont été découverts pour l'instant, nous a bien dit hier le commandant de la police régionale. Ils en trouvent encore régulièrement, notamment des corps qui sont enfouis dans les décombres ou qui étaient dans un abri en sous-sol de leur immeuble et sur lequel l'immeuble s'est écroulé. Il en reste encore à découvrir. On pense que la majorité a malgré tout été découverte. Il a bien affirmé qu'il s'agissait de 900 civils, 900 corps qui ont donc été ensuite, qu'il a d'abord fallu ramasser dans les rues en faisant très attention. Cela a pris beaucoup de temps puisque certains étaient piégés et ensuite ils ont été ramenés à un institut médico-légal pour être autopsiés, pour déterminer les causes du décès, même s'il nous expliquait que pour la plupart les causes du décès étaient assez évidentes. Il s'agissait d'une exécution, la plupart ont été tués par balle, nous a-t-il dit. Ensuite, ces corps sont identifiés. Ceux qui sont identifiés sont remis à la famille pour être enterrés. Les autres sont conservés jusqu'à ce qu'ils puissent être identifiés. C'est un travail de fourmi que mènent maintenant les enquêteurs dans ces localités au nord de Kiev. Il s'agit aussi de recueillir des témoignages, un maximum de témoignages sur également des cas de torture, sur des cas de viol aussi. Bien sûr, c'est extrêmement compliqué pour les enquêteurs puisque de nombreuses victimes ne veulent pas revivre ce qu'elles ont vécu, elles ne veulent pas subir la lourdeur et la lenteur d'un procès, elles ne veulent pas revivre ça, elles ne veulent pas parfois que leur famille sache ce qui s'est passé, notamment dans les cas de viol, et donc les policiers s'appuient également sur les organisations non gouvernementales pour recueillir un maximum de témoignages et monter un dossier qui sera transmis ensuite aux autorités internationales compétentes, des autorités internationales comme la Cour pénale par exemple, internationale, qui sera ensuite habilitée à juger s'il s'agit de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité ou encore, comme on l'a entendu dans la bouche de certains hommes politiques, de génocide. Salah Abdeslam, le seul membre encore en vie des commanditaires des attentats qui ont fait 130 morts à Paris et à Saint-Denis, a présenté ses excuses hier aux victimes et a versé quelques larmes à la fin de son dernier interrogatoire au procès des attentats du 13 novembre. Toujours un reportage de France 24. Des larmes et des excuses.
C'est la réponse de Salah Abdeslam aux questions précises posées par les avocats sur la nuit du 13 novembre et sur sa fuite en Belgique. Debout dans le box, la voix tremblante, il se tourne vers les victimes. Je présente mes condoléances et mes excuses. Je parle pour toutes les victimes. Je vous demande aujourd'hui de me détester avec modération. Excuses tardives, surprenantes. Certaines victimes en sortent visiblement troublées. Je ne suis pas certain de sa sincérité, mais je ne suis pas non plus certain du contraire. C'est ma fille qui a été tuée et je ne peux pas pardonner à sa place. Pour l'accusation, Salah Abdeslam adapte en permanence son discours aux circonstances. Et c'est pour le montrer que la Cour a diffusé un document sonore, une interview de Salah Abdeslam, alors qu'il est en train de fuir la France, dans la nuit du 13 au 14 novembre 2015. Il n'a pas encore été identifié par les enquêteurs et il fait mine de s'étonner des nombreux barrages routiers. Avec celui-là, c'est le troisième contrôle. Franchement, on a trouvé c'est un peu abusif. Hein. Mais on a compris un petit peu le sens de... Le pourquoi, en fait. Après, on a su le pourquoi. Pour certains, c'est là le vrai visage de Salah Abdeslam. On a un discours qui est assez construit et policé, sauf quand on arrive sur des éléments qui concernent son ego, parce que dès qu'on parle d'ego, on le voit se redresser, gonfler la voix et puis être beaucoup plus solide. On s'aperçoit aussi, quand on reprend ce qui s'est passé au moment des faits, qu'il avait un sang-froid extraordinaire, y compris au moment de la fuite. Sincérité tardive ou stratégie pour amadouer la Cour, l'accusé ne devrait plus s'exprimer avant fin juin lorsqu'on lui donnera la parole une dernière fois, juste avant le verdict. Le chef de l'État français Emmanuel Macron s'est rendu vendredi sur le chantier encore en cours de la cathédrale Notre-Dame de Paris, défigurée par les flammes il y a 3 ans. Jour pour jour, le président a salué lors de sa visite une avancée extraordinaire des travaux visant à restaurer le monument et à réaffirmer que la réouverture de l'édifice au public et au culte se fera en 2024. Reportage. Un colosse de pierre encore fragile. Vu du ciel, la plaie est toujours béante. 3 ans jour pour jour après l'incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris, Emmanuel Macron vient faire un point sur les travaux. Merci messieurs. Comment ça va? Vous allez bien? Lors de l'incendie en 2019, il avait promis de rouvrir la cathédrale au public dans les 5 ans. L'objectif 2024 est toujours en ligne de mire, même s'il est désormais certain que les travaux de restauration se prolongeront au-delà. Ça va vous prendre combien de temps pour l'entreprise pour vous ici? C'est jusqu'en 2024? J'espère que ce sera un minimum jusqu'en 2024, mais je pense que vu la quantité de travail qu'il y a, on en a pour plus longtemps. Hasard du calendrier, l'anniversaire de la catastrophe coïncide cette année avec le Vendredi Saint. Date à laquelle les catholiques commémorent la crucifixion du Christ. Ce matin, une centaine de croyants et de touristes s'est réunis sur le parvis pour prier. Tout un symbole. J'ai vu en direct les images et j'étais vraiment pétrifiée. C'était comme si on perdait quelque chose qui faisait partie de nous. Prier devant ce monument qui a tant souffert, ça a tout son sens le jour où le Christ donne sa vie. Nous avons le pape, le Vatican. Vous avez Notre-Dame, qui est le symbole, pas seulement de la ville, mais aussi de la foi catholique. Après la consolidation et le dépoussiérage, les travaux se poursuivent pour rendre au plus vite Notre-Dame aux fidèles. Et c'est également avec cette actualité en France que nous terminons le journal d'aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Passez une excellente soirée sur Viva.